dans le tvrogers.com. Bonjour et bienvenue à Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Je suis Claude Andrea Bonny et je me ferai un réel plaisir de passer la prochaine heure avec vous. Aujourd'hui à l'émission, nous allons avoir la chance d'avoir à discuter avec une auteure des presses de l'Université d'Ottawa. Elle a écrit un ouvrage intitulé « Vulnérable », mais elle parle de vulnérabilité en période de Covid-19 et on va essayer de démêler le tout avec elle. On a aussi Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale et avec elle, on va parler de la santé mentale chez les hommes parce que si vous ne le savez pas, le mois de juin est le mois de la santé chez les hommes, donc elle a profiter de l'occasion pour nous parler de la santé mentale chez les hommes. On a aussi un chercheur de l'Institut du savoir Montfort avec qui on va discuter des meilleurs outils pour avoir une bonne communication organisationnelle. Il va nous donner toutes ces astuces et pourquoi pas des petits conseils pour les entreprises et même les organisations qui nous entourent. Et on va aussi avoir une des gagnantes, je devrais dire, du prestigieux prix Killam qui félicite, qui encourage les chercheurs et chercheurs canadiens qui essaient de révolutionner tout ce qui est recherche autour de nous et on va avoir le temps de discuter avec elle qui se spécialise en hydrogéologie. Mais avant que tout cela ne commence, j'aimerais vous inviter à regarder avec moi cette vidéo qui nous vient de la ville d'Ottawa. Je vous inviterai à visiter après cette vidéo le www.ottawa.ca si vous voulez avoir plus de renseignements. Cette semaine, ce jeudi, il y a un événement qui s'appelle MIFO qu'on discute. C'est
Ça se passe au MIFO, donc c'est à chaque jeudi après-midi pour essayer de briser l'isolement social. Le MIFO a mis cet événement-là en place, MIFO qu'on discute, et vous êtes invités à vous rejoindre sur une plateforme virtuelle. Ils ont besoin de vous juste pour discuter, juste pour partager des expériences de comment vous avez vécu ou comment vous vivez la pandémie. Vous n'êtes pas obligé de dire quelque chose, c'est ça que j'aime avec cette activité-là. Vous pouvez juste écouter, être présent pour ne pas rester seul. Donc, si ça vous intéresse, je vous inviterai à visiter le www.mifo.ca. Ce que je devrais signaler aussi, c'est qu'il serait important d'avoir une carte de membre. Donc, vous pouvez aller sur le site web pour savoir comment vous procurer cette carte de membre et participer au MIFO qu'on discute. On va revenir à l'émission aujourd'hui et comme je vous le disais, j'aurai la chance de parler avec une auteure des presses de l'Université d'Ottawa qui a écrit un ouvrage intitulé « Vulnérable ». On a aussi Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale qui nous parlera de la santé mentale chez les hommes. Un chercheur de l'Institut du savoir Montfort sera avec nous et nous donnera des outils pour avoir une bonne communication organisationnelle. Et juste après la pause, je parle avec l'une des gagnantes du prix Kilam. Elle va nous parler de ses recherches en hydrogéologie. Restez avec moi pour regarder Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Cette émission est présentée par Télé Ella. Vous êtes enfin aux commandes. Pour en savoir plus, visitez rogers.com. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, acheter des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commander des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local. Ce ne sont pas les plateaux lourds ou le rythme rapide qui rendent la tâche difficile. Ce n'est pas le rythme effréné des demandes des clients. Ce n'est pas le patron qui vous demande de travailler un autre quart de travail à cause d'une collègue malade. Ce qui est difficile, c'est quand vous réalisez qu'un client a atteint sa limite d'alcool et que vous devez prendre la décision de refuser de le servir. Refuser de servir de l'alcool, ce n'est pas personnel, c'est la loi. Merci aux serveuses et aux serveurs de l'Ontario qui s'acquittent de leurs tâches difficiles. Nous savons que ce n'est pas facile, mais nous comptons sur vous pour assurer notre sécurité. Exposés, discours, conférences. C'est à Podium que vous les retrouverez. Il y a eu différents événements déclencheurs. On se comprend qu'être artiste, c'est pas une job normale. Podium, mardi 21h sur TV Rogers. Le retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. On parle maintenant avec une gagnante du prestigieux prix Kilam, Barbara Sherwood-Lola, qui est hydrogéologue. Et j'ai envie de vous demander, Barbara, c'est quoi le travail d'une hydrogéologue? Hein, voilà, je suis un géologue surtout, mais ça veut dire les choses que les gens ne pensent pas à, c'est que la géologie, ça encompasse non seulement les roches, mais aussi l'étude des eaux qui se trouvent dans les roches sous la terre, et même de la vie microbienne surtout, c'est aussi se trouve sous la surface de la terre. Donc, je suppose que c'est ça, les recherches à ce qui se passe sous la terre, là, qui vous ont mené à faire cette recherche sur l'existence d'une nappe souterraine, pardon. Ça s'est fait en 2013, si je ne me trompe pas. Est-ce que vous pouvez me raconter un peu comment ça s'est passé, le début de vos recherches jusqu'à aujourd'hui? Oui, c'est ça. Alors, on travaille, on fait des échantillons sur l'eau, surtout. Ça peut être l'eau potable, où nous travaillons sur l'assainissement de l'environnement de ces eaux, mais surtout les travaux dont vous parlez, ce sont des recherches des eaux beaucoup plus profondes, des eaux souterraines que là où nous prenons des échantillons à 2 ou 3 kilomètres sous la surface de la Terre. Ce sont des eaux salées, très salées, des saumures. Et les composants chimiques qui se trouvent dans ces eaux aident la vie microbienne à se soutenir là, très très loin de la surface de la Terre. Alors, ce n'est pas la vie qui prend place avec la photosynthèse. C'est la vie qui
soutient sur la chimosynthèse. Alors, ça veut dire que ce sont des microbes qui prennent l'énergie pour la vie, des réactions chimiques qui prennent place entre les eaux et les roches. Et nous avons trouvé aussi que les eaux sont très, très vieilles, des milliards d'années. On n'a pas compris avant ça que les eaux peuvent être préservées dans la surface de la Terre dans cette antiquité. Comment vous essayez, vous êtes arrivé à évaluer la date de cette eau-là, si je peux le dire ainsi? Oui, c'est ça. C'est une date, c'est surtout ça veut dire le temps de résidence, le temps que les eaux ont été préservées dans les roches de très profond âge. Nous travaillons sur le bouclier canadien. Et surtout, il faut savoir que les roches des boucliers canadiens sont parmi les plus vieilles roches de tout le monde, toute la Terre. Et alors là, quand on fait des échantillons chimiques, des quantités dans l'eau, on trouve des gaz hélium, néon, argon, xénon. Tous ces gaz-là nous donnent l'habilité de faire un estimat de l'antiquité des eaux. Et c'est avec des échantillons et avec des mesures qu'on fait de ces gaz nobles, on peut savoir combien de temps l'eau a été préservée là, tout au profond de la Terre, dans les roches du bouclier canadien. Quand vous êtes allé chercher cette eau que vous avez dit tantôt que cette eau, elle est vraiment salée. Est-ce que vous savez c'est quoi qui la rend salée? Oui, c'est ça. Ce sont les mêmes réactions chimiques qui soutiennent la vie microbienne. Quand les eaux et les roches sont en contact pendant des millions et des milliards d'années, alors ils font des interactions l'un avec l'autre. Il y a toujours les choses qui se dessous, les minéraux qui se précipitent et toutes ces réactions qui continuent à prendre place à travers les années, à travers les millions et les milliards d'années. C'est là qui rend la salinité aux eaux, mais c'est aussi ces réactions-là qui soutiennent la vie microbienne. Et c'est pour ça qu'on a beaucoup d'intérêt dans ces roches, dans ces eaux, parce que les gens, souvent, ne savent pas que le bouclier canadien sert comme un très grand analogue pour la recherche des autres planètes. Surtout, sur Mars, il y a des terrains géologiques qui ont la même minéralogie et le même âge des roches du bouclier canadien. Alors, pour savoir comment faire des échantillons en Mars, nous faisons des échantillons tout en profondeur dans le bouclier canadien. Et puis là, quand vous avez fait ces recherches, vous avez travaillé sur ça, qu'est-ce que ça vous a donné comme, je vais dire, comme, pas décision, là, j'essaie de trouver le mot, qu'est-ce que ça vous a donné comme lignée, en fait? Qu'est-ce que vous avez appris, à part le fait que ce soit une eau qui est là depuis des millénaires? C'est ça. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à apprendre? Surtout, ça les liens à la planète Mars dont j'ai parlé. La planète Mars primitive avait une atmosphère beaucoup plus bénigne qu'aujourd'hui. Il y avait aussi, ils pensent, les eaux sur la surface de la planète. Mais le Mars a évolué, elle a changé beaucoup et à ce moment, c'est un désert très froid. Et s'il y a des eaux encore sur la planète Mars, ils seront seulement préservés tout au fond, à kilomètres de distance dans la profondeur de la planète Mars. Et s'il y avait aucun autre temps, la vie sur la planète Mars, aussi les évidences, les indications qu'il y avait auparavant, la vie sur la Mars, eux aussi, ça sera dans les eaux à profondeur. Alors, nous faisons des échantillons ici sur la Terre pour savoir quel est l'âge la plus profonde des eaux. Comment est-ce que nous faisons des échantillons dans les eaux sur la Terre pour comprendre s'il y avait, oui ou non, les microbes associés avec ces eaux profondes? Et nous faisons ça ici comme un exercice intellectuel, comme un exercice de génie, pour savoir comment apprendre à faire ces échantillons, ces expériments ici, alors qu'on peut, à ce point,
faire des décisions à comment transférer cette connaissance, cette intelligence pour faire les mêmes recherches sur les autres planètes. Wow. Donc là, vous êtes rendu, quand vous avez parlé de génie, là, ça m'amène tout de suite à votre travail en 3 dimensions, parce que vous avez commencé ça il n'y a pas longtemps. À quoi ça sert ce travail en 3 dimensions? Ça sert à comprendre non seulement nous pensons comme des êtres humains, nous pensons surtout au sujet de notre Terre pour la surface. On ne pense pas beaucoup à savoir comment la planète fonctionne quand on fait l'ascent dans l'atmosphère et le descend dans la Terre. Alors, ça veut dire l'étude du système de la Terre doit être fait en 3 dimensions, mais non seulement en 3, mais aussi en 4 dimensions. Parce que la dimension de le temps, pour savoir comment les procès qui ont pris place sur la planète primitive nous disent quelque chose à nous, comprendre ce qui prend place à ce point maintenant. Je pense que ce travail que vous êtes en train de faire, là, en train de vous mener aussi vers des stratégies efficaces pour pouvoir nettoyer notre environnement. Et je pense que ça, c'est important qu'on le dise aussi. C'est très important, parce que c'est la moitié de ce que nous faisons. Nous faisons ces études qui ont lien avec NASA, avec l'Agence spatiale canadienne. Et voilà, c'est très, très intéressant, c'est des travaux très fondamentaux. Mais aussi, comme vous avez dit, nous travaillons aussi sur les eaux potables, sur les eaux dans les aquifères beaucoup plus proches aux surfaces, et alors les aquifères qui servent à la vie sur la surface, comme l'eau potable, comme les eaux pour l'agriculture, voilà. Et alors là, comme vous savez, comme la société industrielle, nous avons fait beaucoup d'impact sur ces eaux potables. Et alors, une autre quantité, une très grande quantité de ce que nous faisons dans notre lab à l'Université de Toronto, c'est d'étudier les moyens de l'assainissement de l'environnement, de faire des moyens pour améliorer la qualité des eaux. Et là, ça aussi Vous avez mentionné que... Vous avez mentionné que c'est au Canada que ça se fait. Est-ce que c'est sur toute l'étendue du Canada ou vous comptez peut-être vous en aller vers d'autres pays pour essayer de faire la différence? Les problèmes de l'eau, si ce soit de l'eau potable ou proche de la surface ou des eaux très profondes, ce sont des problèmes très catholiques, très internationaux. On trouve l'eau tout à fait à partir du monde et tout à fait à partir du monde partout où nous avons les mêmes problèmes. Et alors, nous travaillons très souvent avec des chercheurs à d'autres pays, à d'autres terrains, parce qu'on apprend le plus quand on travaille ensemble, en équipe internationale. Et c'est une très grande partie de ce que nous faisons. Et c'est très important aussi pour les étudiants, pour travailler non seulement avec les chercheurs canadiens, mais aussi avec les chercheurs de partout dans le monde. Écoutez, je vais vous féliciter encore une fois pour ce prix-là. Je sais que ça va vous donner encore beaucoup de courage dans vos recherches et nous, ça nous fera plaisir d'en parler si vous avez fait de nouvelles approches. Bonne journée à vous, Barbara. Merci, bonne journée. Merci beaucoup. Au revoir. Alors, si vous voulez avoir plus d'informations sur ces différents gagnants-là, je vous inviterai à visiter le site web du Conseil des Arts, au www.conseildesarts.ca. On va prendre une pause et juste après, on va parler des meilleurs outils pour une bonne communication organisationnelle. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa.
pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers, on parle maintenant de communication organisationnelle et pour en parler, j'ai avec moi Ivan Ivanov qui est chercheur à l'Institut du savoir Montfort et j'ai envie de vous demander tout de suite, c'est quoi selon vous le rôle et l'importance d'une communication au sein d'une organisation, qu'elle soit privée même ou publique? Tout d'abord, merci de m'avoir invité. Je suis vraiment ravi d'être avec vous, entre nous, virtuellement avec vous, pour parler du rôle de la communication. Et effectivement, pour moi, c'est un vrai challenge de parler de la communication en dehors de ma communauté scientifique, parce que c'est toujours difficile à expliquer ce qu'est la communication avec des mots simples. Donc, la communication, c'est quelque chose d'essentiel. Ça existait beaucoup avant nous. Juste pour un petit exemple, encore les gens qui ont vécu dans les grottes ont communiqué, ils ont fait des dessins pour transmettre des messages. Donc la communication, c'est vraiment quelque chose de très essentiel. Aujourd'hui, les enfants grandissent avec des récits, du storytelling. On transmet des histoires continuellement des uns aux autres. Donc la communication, c'est vraiment très important pour la socialisation, pour l'éducation et bien entendu pour le travail. Et puis c'est sur le travail et dans les organisations qu'on est ici aujourd'hui pour parler. Donc d'abord, dire ce que c'est la communication, pour moi, c'est très facile comme définition. C'est l'art d'agir, l'art d'influencer. En transmettant des messages, on n'est pas seulement en train de transmettre des informations, mais on est en train d'agir sur le monde parce qu'on attend qu'il y aura un changement après notre communication. Donc on ne communique jamais, même le silence. On ne communique jamais sans rien dire, même le silence est quelque chose qui dit beaucoup de choses. Donc dans les organisations, c'est essentiel, bien entendu, parce qu'aucune organisation n'existe sans la communication. Ça peut paraître paradoxal, mais je vous donne juste un petit exemple. Un vol d'avion qui part de point A à point B, évidemment, il y a la machine, il y a les pilotes, il y a tout l'équipage, donc il y a toute cette organisation-là, mais imaginons qu'on va retirer la communication entre les pilotes. La communication entre les pilotes et la tour de contrôle, la communication entre les pilotes et les indicateurs techniques. Finalement, si on enlève toute la communication de ce vol d'avion, le vol d'avion devient un cockpit vide. Et on a bien vu dans l'historique de l'aviation, par exemple le vol Rio-Paris qui s'est abîmé dans l'océan en 2009. En fait, il n'y avait aucun problème technique. Évidemment, des sons de pitot étaient mis en cause, mais en fait, c'était un problème de communication entre les pilotes qui ont causé la perte de ce vol d'avion. Donc, la communication dans les organisations est essentielle. Il ne s'agit pas seulement de transmettre des informations qu'on voit, mais il y a les comportements. Il y a aussi le symbolique. Il y a évidemment, par exemple, le symbolique. Regardez ce qui se passe actuellement avec le slogan Black Lives Matter autour de George Floyd et sa mort malheureuse. On voit bien qu'il y a un symbolique, il y a un geste. On se pose sur les genoux, on lève la main. Il y a un slogan qui circule. Les couleurs sont typiques de ce slogan-là. Donc la communication, c'est extrêmement complexe dans les organisations. Oui, et c'est quand vous parlez de complexité, là, il faudrait que je mentionne encore une fois le fait que vous aviez parlé des couleurs, des gestes qu'on pose et tout. Et selon vous, qu'est-ce qu'une bonne communication organisationnelle? Personnellement, j'évite de parler de bonne et de mauvaise communication parce qu'elle est toujours bonne dans un sens où chacun a une interprétation très différente des messages. Évidemment, cette vision de bien ou mal communiquer dans les organisations est toujours dominante. Aujourd'hui, vous allez dans une entreprise privée, vous travaillez dans un service de communication, votre chef, votre responsable vous demande de bien communiquer pour que les journalistes de Rogers TV viennent à la conférence de presse et pour que vous ayez une bonne couverture médiatique. Mais le fait qu'un journaliste ne se déplace pas à une conférence de presse ne veut pas dire souvent qu'on a mal communiqué. Il y a beaucoup d'autres facteurs qui interviennent en compte. Par exemple, un contre-événement. Par exemple, l'heure de la conférence n'était pas bien choisie. Souvent, la communication est une interprétation personnelle et
chaque personne va avoir une interprétation différente du même message. Donc c'est pour ça que j'évite de parler de bonne et mauvaise communication. Elle est bonne toujours dans le sens où on va l'interpréter d'une manière différente. Vous avez mentionné tout à l'heure comme dans une agence privée, par exemple, le directeur de la communication dira à une personne « tu es en charge de faire un communiqué pour inviter des journalistes pour un événement ». Alors, le communicant qui est en charge de faire ce communiqué-là, c'est quoi les aptitudes qu'il doit avoir pour pouvoir bien passer les messages et représenter même sa compagnie? Il faut savoir qu'il y a beaucoup d'études qui ont été menées sur les compétences, les savoir-faire, les habiletés des communicants. Évidemment, il y en a beaucoup des aptitudes. Faut juste, avant de parler des meilleures aptitudes, de dire deux choses. Dans ma manière de voir la communication, il y a deux niveaux dans la communication. Il y a le contenu et la relation. Donc, ce sont deux volets de la communication auxquels vont être attachées les différentes compétences. Le contenu, c'est évidemment le message, c'est ce qu'on dit. Et concernant le contenu, comme le contenu journalistique, ce qui est la qualité de contenu, c'est l'actualité, c'est la nouveauté. Plus c'est actuel, plus c'est nouveau, plus il y a de qualité et de richesse dans le contenu. Et de l'autre côté, il y a la relation. Souvent on dit des choses qui sont dépourvues de contenu mais qui portent beaucoup sur la relation. Par exemple, quand je vous vois, je vous dis bonjour, ça va. Dans le bonjour, ça va, il n'y a pas beaucoup d'informations là-dedans, c'est toujours la même chose. Mais pourquoi on le dit? C'est simplement parce que ça permet de maintenir une relation. Et donc un communicant devrait toujours savoir garder en tête ces deux niveaux, le contenu et la relation. Concernant les compétences, et ça c'est encore une fois très personnel, ce que j'enseigne à mes étudiants à l'Université d'Ottawa, c'est que la première qualité qu'il devrait avoir un communicant, c'est la capacité d'écriture. Au Canada, capacité d'écriture dans les deux langues, français et anglais, mais tout passe par l'écriture. La télévision même passe par l'écriture. Avant de faire un reportage télévisé, il y a un texte, un script qui est écrit. Avant de parler à la radio ou de publier un message sur Facebook, il y a un texte qui est préécrit. Donc, savoir écrire, c'est la grande compétence communicationnelle qui joue à la fois sur le contenu, bien entendu, mais également sur la relation. Quand vous parlez de savoir écrire, ça me ramène tout de suite à la place du numérique parce que sur certains médias, on a une quantité limitée de mots qu'on doit utiliser. Et souvent, je trouve pour moi que c'est assez compliqué pour certaines organisations de passer un message en quelques lignes. Évidemment, le problème, vous avez tout à fait raison, mais le problème est à la fois organisationnel, mais à la fois ça nous concerne en tant que professeur, c'est parce que l'écriture en tant que compétence s'enseigne peu dans les universités, dans les programmes de communication, puisque l'écriture n'est pas proprement liée au savoir-faire communicationnel, mais plutôt par exemple au savoir-faire journalistique. Quand vous faites des formations de journalisme, vous apprenez à écrire dans les différents genres, comment mener une interview, comment écrire un reportage, comment faire des brèves. La brève, c'est l'archétype de tweet. Donc ça, ce n'est vraiment pas une compétence communicationnelle. Le problème vient de là. Donc évidemment, très peu de communicants savent écrire. J'imagine que vous, en tant que journaliste, vous voyez souvent des communiqués un peu envoyés. Et j'ai même étudié en relations publiques, là. Tout à fait. Donc, écrire, c'est essentiel. Et imaginons qu'aujourd'hui, tout passe par le numérique et les médias ou les publics reçoivent des dizaines, des centaines de courriels par jour. Si vous ne savez pas écrire un titre dans votre courriel ou structurer les premières phrases de lead ou ce qu'on appelle l'attaque dans la communication, dans le journalisme, évidemment, vous n'allez pas pouvoir accrocher le public. Et c'est exactement ça l'enjeu de la communication. L'enjeu de la communication, savoir utiliser les différents outils, les adapter à l'écriture qui est appropriée. Et puis le lead, là, comme vous l'avez mentionné, là, pour moi, ça a été difficile et j'y travaille encore là parce que même en cours, là, je pensais avoir un bon lead. À chaque fois, ma feuille me revenait avec une note qui reflétait pas mon travail selon moi. Mais il fallait que je travaille plus parce que le lead, là, c'est vraiment celui-là qui va accrocher son public, qui va tout de suite envoyer le premier message. Mais pour un communicant, comme vous l'avez mentionné, là, il faut qu'il ait deux aptitudes pour pouvoir arriver à faire un bon lead. Et qu'est-ce que vous pensez, selon votre observation, encore toujours des organisations, de comment elles ont communiqué durant la pandémie?
La question de la pandémie, elle est tout d'abord très liée à la communication de crise. Et je ne suis pas fataliste. Lorsqu'on parle de la COVID-19 et de tout ce qui a changé aujourd'hui, évidemment, le changement, elle est très disruptif, inattendu. C'est grand changement en termes de communication. Mais je ne suis pas fataliste dans le sens où la communication de crise nous a appris qu'en fait, la communication de crise n'est pas forcément la crise n'est pas forcément quelque chose de négatif. Et les Chinois, ils ont une très bonne manière d'appeler la communication de crise Weiji, qui est constituée de deux symboles. Le premier qui signifie le danger, évidemment, quelque chose qui est suspendu, comme la situation actuelle. On ne sait pas ce qui va arriver demain. C'est quelque chose qui est suspendu et qui peut rompre à chaque moment et casser d'une certaine manière irréversible. C'est le symbole Wei. Et de l'autre côté, J, qui signifie l'opportunité. C'est parce que chaque crise, chaque danger apporte un grain d'opportunité et je pense que nous, en tant que société, on devrait se saisir de cette opportunité pour bâtir quelque chose de nouveau. Quand je dis que je ne suis pas fataliste par rapport à la communication, donc je voulais dire que notamment cette situation, elle a déjà arrivé avant de ne pas pouvoir avoir des contacts humains pendant longue durée. Pensons juste à quelque chose de très récent, la Seconde Guerre mondiale. Les gens étaient confinés, les gens étaient coupés de leur contact humain et la situation, ce qu'on a perdu dans la part humaine de la communication, on en a perdu beaucoup plus pendant la Seconde Guerre mondiale qu'aujourd'hui. Mais les gens ont toujours trouvé des manières alternatives de communiquer et on voit bien que pendant cette période-là, il y a certains médias comme la radio ou comme la télévision qui ont commencé à émerger. Et je pense qu'aujourd'hui, notamment, c'est une chance inouïe de pouvoir vraiment développer cette capacité inclusive de la communication, de faire participer plus du public qui ne pourrait pas être présent lorsque les gens communiquaient, lorsque contactaient physiquement et personnellement dans les organisations. Notamment, je donne un exemple, là, depuis la pandémie, je participe... Il va nous rester juste quelques 30 secondes. OK. Donc, c'est une chance inouïe, mais bien sûr, le grand enjeu qu'on a, c'est d'inclure l'humain. On a perdu la part de l'humain et c'est exactement l'enjeu devant nous en termes de communication, comment réintégrer l'humain dans les technologies. Très belle discussion. Merci beaucoup, professeur Ivanov, et bonne journée à vous. Merci beaucoup. Bonne journée à vous et aux téléspectateurs. Alors, on a eu une très belle discussion, comme je l'ai mentionné. Tonton, on va prendre une pause et juste après, on parle avec Dania Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale. Vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Voici les ressources disponibles durant la crise du coronavirus dans la grande région d'Ottawa. N'hésitez pas à recourir aux ressources disponibles dans votre localité. De retour
retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Le mois de juin est le mois de la santé pour les hommes, ou chez les hommes, je devrais dire. Et aujourd'hui, avec Dania de l'Association canadienne pour la santé mentale, on va beaucoup plus, je pense, se pencher sur la santé mentale chez les hommes. Oui, c'est ça. Donc, tu sais, au Canada, on est relativement en santé. Mais il y a encore des recherches qui démontrent qu'il y a beaucoup trop d'hommes qui sont confrontés à des problèmes de santé. Donc, on parle d'inactivité, on parle de mauvaise alimentation, les stress trop élevés, de l'isolement non résolu. Et tout ça, ce sont des facteurs qui sont nés de mauvaises habitudes qui sont relativement facilement modifiables. Puis, cette semaine, je voulais qu'on se penche plus sur la santé physique, la santé mentale des hommes et des garçons. Parce qu'il y a trop d'entre eux qui souffrent dans le silence. Et pourquoi? Bien, le 21 juin prochain, c'est la fête des pères. Et la semaine qui précède, c'est la semaine pour la promotion de la santé des hommes. Et au cours de cette semaine-là, donc on parle du 15 au 21 juin, et au cours de cette semaine-là, le mardi 16 juin, c'est la journée de la sensibilisation pour la santé mentale des hommes. Et j'ajoute toujours les garçons. Donc, étant donné que les femmes, les filles ont des habitudes de vie, de santé différentes de celles des hommes, je trouvais que c'était important d'en parler parce que les hommes, habituellement, ne parlent pas trop de leur santé physique, puis encore moins de leur santé mentale. Par exemple, lorsqu'une femme va avoir un diagnostic de cancer, on va voir son cercle social l'entourer, lui donner du support, de l'appui. Ils vont s'entraider pour faire des commissions quelconques. Ils vont lui tendre une oreille attentive. Puis, ils vont l'accompagner des fois durant les multiples rendez-vous médicaux, soit pour des traitements ou bien des tests, etc. Mais est-ce qu'on entend souvent parler des hommes qui sont atteints d'un cancer de la testicule ou de la prostate? Comment est-ce qu'on voit la réaction des gens autour d'eux? C'est très... Il y a beaucoup de non-dits, puis c'est très invisible. On ne voit pas qu'est-ce qui se passe. La plupart du temps, ils vont se cacher. Donc c'est important d'en parler. Aussi, le fait que les hommes n'ont pas l'habitude d'en parler, ils ne vont pas savoir comment s'y prendre pour aller chercher de l'aide. Ils vont se sentir peut-être un petit peu maladroits, mal équipés, mal chaussés pour ouvrir le sujet. Et pourquoi? Il y a encore beaucoup de stigmas et d'étiquettes négatives qui sont associées à toute forme de vulnérabilité auprès des hommes, des garçons aussi. C'est ça, et c'est important que tu en parles aujourd'hui, là, parce que je pense que tu vas donner des exemples plus tôt, mais la culture, là, je pense que ça joue très, très fort sur comment les hommes doivent réagir face à telle ou telle situation. Oui, exactement. Ce qu'on voit qui est permis, c'est comme si c'est juste la rage, la colère ou la recherche du plaisir. On dirait que c'est juste ça qu'on permet aux hommes de vivre, en tout cas entre eux autres. Ouais. Et souvent, lorsqu'ils ouvrent le sujet, ils vont voir les autres réagir et ridiculiser la personne qui commence à s'ouvrir. Donc, ce qui fait que la réaction naturelle, ça va être de dénier de dénier ce qui se passe. Et ils vont avoir une réaction ils vont se renfermer. Il y a 2 semaines passées, on a vu Tyrone Edwards, qui est une célébrité au Canada, un homme noir, qui affichait toute sa vulnérabilité face à ce qu'il vivait à cause du COVID. Combien de fois qu'on a entendu parler les gens, combien de fois qu'on a vu, qu'on entend les gens demander aux hommes, mais comment est-ce que tu te sens là-dedans? Il y en a surtout qui sont soit parents monoparentaux ou qui ont perdu leur travail. Donc, ça pèse fort sur leur conscience parce que l'image, les stéréotypes de l'homme, c'est qu'il est fort et dominant, puis il amène le pain sur la table. Et ça, comme tu l'as mentionné, c'est de génération en génération que ça se transmet et dans toutes les cultures. Okay? Donc, pour contrer ça, il faut réaliser aussi qu'il y a des comportements, des fois, qui vont s'installer pour essayer de cacher qu'est-ce qui se passe ou pour essayer de vivre avec. Donc, au niveau des adolescents, on va voir... C'est quel genre de comportement? Des fois, ils vont avoir justement
On va leur demander comment ils vont et ils vont répondre « ça va bien, merci ». Oh, si on insiste, ils vont dire « non, 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 je ne veux pas en parler, tout va bien hein? ». Auprès des adultes, on va peut-être voir des comportements qui sont, on va dire d'eux qui sont difficiles ou sont colériques. C'est un collègue qui est colérique. Oh, il faut marger sur les coquilles d'œufs aujourd'hui ou des patrons, etc. Ce qu'on va voir aussi, c'est un recours à la recherche de plaisir, soit substance, dépendance. Il va y avoir des problèmes de jeu qui pourraient s'installer, toute forme de recherche de plaisir. Et le piège là-dedans, c'est que ça ne dure pas longtemps. Les effets qui sont recherchés, la recherche du plaisir pour remplacer la souffrance ne dure pas longtemps. Mais les conséquences, par contre, pourraient durer. On parle de vulnérabilité en termes de perte d'emploi, problèmes relationnels, perte de logement peut-être. Ça pourrait même aller jusqu'à avoir des idées suicidaires ou des idées d'homicide envers les autres. À Ottawa, ce qu'on Dania, sait... toi qui es du domaine, là, j'aimerais juste, parce qu'il va nous rester quelques 4 minutes, essayer de te demander, est-ce que les services qui sont offerts aux femmes pour toutes sortes de maladies en rapport avec la santé mentale, là, et ceux qui sont offerts aux hommes sont pareils? C'est exactement le questionnement que je demande aux gens qui nous écoutent de faire. Aussi, ceux qui offrent ce genre de service-là, je les invite à faire ce questionnement-là. Souvent, on entend des exemples comme faire du yoga, écrire dans notre journal intime, etc. Moi, personnellement, je regarde les hommes autour de moi, il n'y en a pas beaucoup qui seraient portés à faire des choses comme ça ou bien à faire la méditation même. Ouais. Il y en a de plus en plus qui font du yoga, de la méditation, des choses comme ça, mais c'est encore très, très, très non populaire. C'est pas vraiment populaire. Donc, il faut se questionner sur le genre de conseils qu'on leur donne. De ce que j'ai vu, de ce que j'ai pu observer, ce qu'on me rapporte, il semble être plus facile d'accéder à leur côté plus vulnérable, si on veut, en faisant des activités avec eux. Soit par des jeux vidéo, soit faire une activité physique ou récréative. On dirait que leur garde, leur mur de défense rabaisse un petit peu. Moi, je sais que je l'applique avec mes fils. Et ça fonctionne. Ça fonctionne. Donc, faut repenser à la manière qu'on attaque les stéréotypes. Il faut normaliser les conversations. OK? Il faut en parler de plus en plus. Puis, ma nouvelle devise, c'est se renseigner, s'éduquer, partager et répéter. Tout ce qui a trait à la santé des hommes, physique ou mentale, il faut se renseigner. Il faut utiliser ça comme outil pour démarrer les conversations. Il faut aussi ne pas négliger, par contre, le besoin de consulter. Donc, surtout s'il y a déjà des traitements médicaux en place, des traitements psychologiques ou psychiatriques, il ne faut pas arrêter ces consultations-là. Et même, une des ressources que... Il ne faut pas avoir honte même d'aller demander de l'aide, là. Ah oui, absolument. Et souvent, la honte va les paralyser. Et donc, c'est ce qui fait qu'ils souffrent en silence de façon persistante. En silence. Ce que je veux dire aussi, c'est qu'au niveau du suicide, il y en a beaucoup trop qui meurent de suicide. Il y a jusqu'à 70-80%, ici même à Ottawa. Et c'est surtout la tranche d'âge dans la quarantaine et la cinquantaine qui sont le plus vulnérables. Oui, c'est ce que je voulais dire tantôt, donc je viens juste de me rappeler. Faut aussi... Donc, c'est ça, il faut offrir des conseils adaptés à leur réalité, puis il faut voir qu'est-ce qui fonctionne avec eux. Une des ressources sur lesquelles j'aimerais vraiment... C'est ça. C'est ça que j'allais mentionner, la ressource fétiche que tu avais envie de parler aujourd'hui, oui. Oui. Donc, mis à part les livres, les podcasts, les présentations de TED Talk sur le sujet, il y a une ressource qui s'appelle esantémentale.ca, sans accent, qui est un beau petit bijou où on offre un répertoire de services et de services de santé mentale, mais il y en a plusieurs qui sont axés uniquement sur la clientèle masculine. On y voit des fiches d'information, on y voit aussi des outils de dépistage, surtout pour les personnes qui sont un petit peu ambivalentes à savoir est-ce qu'il faut que je consulte ou pas.
Et quoi d'autre qu'il y a? Puis il y a des nouvelles, les nouvelles informations sur la santé mentale, ils sont affichés aussi. Donc j'invite les gens à découvrir ce petit bijou-là. À visiter. Merci beaucoup, Dania, et puis bonne journée à toi. Merci, passe une bonne journée. Alors, pour vous autres à la maison, en plus du site web de l'Association canadienne pour la santé mentale qui affiche à l'écran, on vous invite aussi, pour les hommes surtout, à visiter le www.isantémentale.ca pour avoir plus d'outils pour vous aider. On va prendre une pause et juste après, on va découvrir l'ouvrage intitulé « Vulnérable ». Vous regardez entre nous. Je pense que je l'ai directement avec Madame Thériault qui a écrit cet ouvrage « Vulnérable ». Vous m'entendez? Oui, je vous entends. Bonjour. Alors, est-ce qu'on pourrait parler du pourquoi vous avez fait cet ouvrage? En fait, cet ouvrage, qui s'intitule en anglais « Vulnerable, the Law, Policy and Ethics of COVID-19 », a été dirigé par cinq universitaires et professionnels, donc la professeure Colleen Flood de la faculté de droit, section de Common Law de l'Université d'Ottawa, Vanessa McDonald, aussi de la même institution, l'ancienne ministre fédérale de la Santé, Jane Philpott, qui est maintenant la conseillère spéciale sur les données liées à la COVID-19 de l'Ontario, et le professeur Sridhar Venkatapuram du King's College à Londres. Donc, nous avons ensemble dirigé cet ouvrage important après avoir fait le constat donc que les bouleversements que la pandémie de COVID-19 a entraînés sur le plan de la vie familiale, des interactions sociales, du fonctionnement des gouvernements et des relations internationales posent des difficultés, donc d'une complexité inouïe aux sociétés et à leurs institutions, y compris du point de vue du droit, des politiques publiques et d'un point de vue éthique. D'où l'idée de rassembler plus d'une cinquantaine d'experts dans ces domaines-là pour qu'ils puissent apporter une réflexion d'un haut niveau dans le cadre d'un ouvrage collectif. Vous essayez de toucher la vulnérabilité, comme vous l'avez mentionné, là, dans différents domaines, que ce soit dans la société, que ce soit même déjà les personnes, c'est-à-dire les particuliers, les institutions. Comment vous avez travaillé? Bien, d'abord, le livre a été structuré en 6 sections qui nous semblaient être les principales dimensions dans lesquelles se présentaient les enjeux liés à la COVID-19. Les 6 sections sont la gouvernance, le fédéralisme et la gouvernance de la pandémie, l'imputabilité, tant du point de vue de l'État que des entreprises que du privé, les libertés civiles, les enjeux liés à l'équité, les enjeux liés au monde du travail et enfin les enjeux liés à la santé mondiale. Et ce qui est ressorti en fait des contributions que l'on a reçues, mais aussi des discussions que nous avions au sein du comité éditorial, était que la notion en cette idée de vulnérabilité était la thématique transversale, qu'il s'agissait des secteurs dans lesquels elle se présente de manière très évidente, comme le chapitre portant sur l'équité dont j'étais chargée par ailleurs dans l'édition de cet ouvrage collectif, mais aussi vulnérabilité de nos institutions. Donc, quand on pense à la vulnérabilité, on pense à celle des personnes directement touchées par le virus, donc les personnes qui vont qui vont contracter le virus, mais aussi, on peut penser au personnel de la santé, les gens de première ligne, mais également celles qui sont touchées par les mesures adoptées pour ralentir la propagation incessante du virus, notamment pour les groupes les plus vulnérables au sein de la société qui sont plus à même de développer des complications liées au virus, mais aussi d'être affectés par les mesures adoptées pour l'endiguer. On peut penser aux personnes âgées, donc on sait que le virus a causé des ravages dans les établissements de soins de longue durée, les peuples autochtones, les personnes racisées, les migrants. Les personnes vivant avec un handicap, les personnes vivant dans la pauvreté ou dans une situation d'itinérance, les personnes emprisonnées, les femmes qui vont être touchées par les mesures de distanciation sociale, de confinement et en lien avec la violence familiale, peuvent être d'une vulnérabilité accrue.
Il y a également, la pandémie a également révélé la vulnérabilité de nos institutions, de nos modes de gouvernance et de nos structures juridiques. On peut penser, par exemple, à la suspension ou de procédures judiciaires. On peut penser également à l'impact sur le fonctionnement de nos institutions démocratiques, délibératives à l'heure actuelle. On peut se questionner également sur la primauté du droit en temps de crise, lorsque les libertés civiles des citoyens vont être mises en balance là, avec les intérêts collectifs des individus. Donc, tout un ensemble de questions qui révèlent en fait certaines failles, souvent préexistantes de nos institutions. Ça fait mal tout ce que vous êtes en train de dire là, mais c'est important, je pense, qu'on parle et qu'on essaie de trouver des solutions ensemble. Donc, c'est vraiment utile cet ouvrage-là. J'aimerais maintenant vous poser une question par rapport à la vulnérabilité, sur cette section, sur la vulnérabilité, sur la santé mondiale. Qu'est-ce que vous avez trouvé? Bien, je m'excuse, c'était pas ma partie de l'ouvrage, mais ce que l'on réalise en fait, c'est qu'il existe des inégalités mondiales très profondes qui étaient bien connues, qui sont connues depuis bien longtemps et qui sont à l'origine en grande partie des enjeux que l'on voit actuellement. Donc, de trouver des solutions, afin de trouver des solutions à la pandémie, on doit se pencher non seulement sur la résolution des inégalités structurelles qui touchent nos sociétés, donc le Canada dans son ensemble, mais aussi repenser nos relations avec l'ensemble des sociétés à travers le monde, là, pour en arriver à une justice globale. Je suis pas mal sûre que quand vous parlez de tous ces enjeux-là, que ce soit dans la section dans laquelle vous avez travaillé, vulnérabilité par rapport à toutes les iniquités, et qui ont été présentées durant la COVID, vous trouvez aussi des solutions que vous proposez, je suppose? Oui, tout à fait. Et il faut comprendre, en fait, que plusieurs des solutions que l'on peut mettre de l'avant ne sont pas des solutions nécessairement nouvelles à un problème qui est nouveau. C'est-à-dire que les lignes de faille des vulnérabilités qui sont mises au jour par la pandémie étaient déjà connues au préalable. C'est par exemple, si on prend les enjeux touchant les Premières Nations, on sait depuis longtemps, et c'est fort bien documenté, que les communautés autochtones, notamment les Premières Nations vivant sur les réserves, n'ont pas tout accès à de l'eau potable. Donc, peuvent difficilement, en fait, mettre en place les mesures de santé publique nécessaires pour lutter contre la COVID. Donc, il y a tout un ensemble. On peut penser également au logement sur les réserves. On sait depuis très longtemps que les peuples autochtones vivent dans des logements inadéquats, dans des logements vétustes, mais également dans des maisons qui sont surpeuplées, ce qui pose des enjeux sur le plan de la santé publique. Donc, les inégalités systémiques, le sous-financement chronique des services publics, qu'on remarque également dans les centres de soins de longue durée, qui vivaient des problèmes qui étaient déjà bien connus avant la pandémie. Donc, tout un ensemble de solutions déjà connues pourraient être mises de l'avant. Et on peut voir la crise de COVID-19, oui, comme une crise, mais également comme ouvrant un monde de possibilités, en fait, pour apporter les mesures transformatrices qu'on aurait dû mettre en œuvre il y a déjà bien longtemps, particulièrement pour les personnes les plus vulnérables. Mais c'est tellement vrai ce que vous dites là concernant les Premières Nations. J'ai vu un article assez troublant sur les réseaux sociaux qui parlait un peu de comment eux, ils pouvaient vivre cette crise-là. Et c'est pareil, qu'est-ce que vous partagez avec nous aujourd'hui que j'ai vu sur cet article-là? Dites-moi, cet ouvrage, il va nous rester 45 secondes. Est-ce qu'il est pour monsieur, madame, tout le monde pour pouvoir mieux s'informer ou vraiment c'est pour des gens qui sont placés dans des organisations et qui ont des pouvoirs de décision? Les 43 textes que comprennent l'ouvrage sont des textes courts, des textes qui se veulent accessibles à un public élargi.
Donc, ce n'est pas un ouvrage qui est destiné à un public là, spécialiste. Avant tout, on espère que les décideurs publics vont lire cet ouvrage puisqu'on peut y tirer des enseignements très riches pour répondre à la crise actuelle, mais aussi à plus long terme pour réformer nos institutions. Mais c'est un livre également qui se veut accessible à tous, en fait. Il sera disponible en ligne par ailleurs à partir du début juillet et sera publié un peu plus tard en version papier. Merci beaucoup à vous et bonne journée. Merci, au revoir. Alors, comme elle a mentionné, il sera disponible bien plus tard, mais je vous donnerai des informations concernant cet ouvrage après la pause. Restez avec moi, vous regardez Entre nous, exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Bonjour, ici Jim Watson. J'aimerais prendre un moment pour remercier tous les travailleurs de première ligne qui continuent de mettre leur vie à risque lors de cette pandémie. Le travail héroïque de nos professionnels de la santé et des premiers intervenants est remarquable. Je suis reconnaissant aux gens qui abandonnent le temps avec la famille pour aider ceux qui l'ont besoin. Je suis reconnaissant pour les gens qui ont été appelés à rester à leur poste pour fournir des biens et des services qui sont essentiels à nos vies. On ne pourrait pas le faire sans vous. Merci beaucoup. Nous sommes la génération qui avait tout, qui a révolutionné la musique, qui savait comment gagner. Et nous savions célébrer. Nous nous sommes unis pour lutter contre la faim chez les enfants. Nous nous sommes unis pour les protéger. Et dans ce monde dangereux, nous devons continuer de les sauver. Même lorsque nous ne serons plus là, en incluant l'UNICEF dans notre testament, nous deviendrons la génération qui a laissé en héritage un monde meilleur. Visitez le unicefleg.ca. À la prochaine émission d'Émergence, je reçois Marie-Nicole Lamoureux, une clown, la clown chouette, et la fondatrice des Cyclones. Émergence, dimanche 19h30 sur TV Rogers. De retour entre nous exclusivement sur les ondes de TV Rogers. Aujourd'hui, avec Dana Versailles de l'Association canadienne pour la santé mentale, on a parlé des outils que les hommes peuvent avoir pour essayer de trouver des solutions s'ils sont en période de dépression ou quel que soit d'autre. Donc, le site web aussi est le i.santémentale.ca. C'est www.isantémentale.ca. Donc, je vais répéter encore une fois, www.isantémentale.ca si vous voulez avoir des outils pour mieux essayer de comprendre qu'est-ce que vous traversez en tant qu'homme. Un deuxième site web que je vous inviterai à visiter, c'est le site web du Conseil des arts, www.conseildesarts.ca. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir la liste des prix et des finalistes, en tout cas de ceux qui ont eu des prix et aussi ceux qui ont eu des bourses du prix Kilam. Et puis vous allez essayer de voir exactement quel genre de recherche qu'ils font. Ça serait intéressant de jeter un coup d'œil. Et en dernier lieu, je vous inviterai à visiter à partir du début du mois de juillet, donc on a encore un mois avant que ça se passe, le site web des presses de l'Université d'Ottawa, donc www.presseuottawa.ca pour avoir accès en version numérique l'ouvrage Vulnérable dont on a parlé tantôt avec Sophie Thériault et bien plus tard, c'est-à-dire à la mi-juillet, vous l'aurez version papier. Moi, je me suis fait le plaisir de passer cette heure avec vous. On se voit demain à l'émission. Au revoir. Faites-nous part de vos commentaires en composant le 613-521-2323 par courriel sur Facebook et Twitter. Les commerces, les restaurants et les services locaux d'Ottawa font partie importante de notre tissu urbain. Nous pouvons les aider en ces temps difficiles. Commandez chez eux en ligne, achetez des chèques cadeaux à utiliser plus tard, commandez des repas à emporter ou à livrer, démontrez votre soutien sur les réseaux sociaux. S'il vous plaît, faites-le aujourd'hui. En savoir plus, visitez ottawa.ca/acheter local.
Vous regardez TV Rogers, Ottawa.